Ceux qui traversent les mondes. Livre 1, La colère. Auteur Muriel Gavila. Chapitre 4. La colère ignorée est une bête qui ronge de l'intérieur. Dehors, une pluie incessante frappait les carreaux des fenêtres de la salle du conseil. Sophia avait à peine écouté ce que Cybèle leur avait expliqué. Elle ne pouvait se concentrer sur autre chose que sur la prophétie d'Anna, et elle était décidée à trouver le livre coûte que coûte. Rien d'autre ne l'intéressait. Elle avait à peine tendu l'oreille pour vérifier les noms des premiers livres cités par Cybèle et qui devaient être lus avant le départ. Développer ses pouvoirs, les bases de la méditation, les équilibres naturels, introduction au monde des hommes, les 9 dimensions de la lumière. Ne sous-estimez surtout pas les exercices de méditation. Ils sont essentiels pour vous aider à rester dans la lumière de chacune de vos émotions. Si vous n'apprenez pas à écouter et à apaiser vos émotions, quelles qu'elles soient, elles peuvent vous submerger et vous faire basculer dans leur ombre, comme l'orgueil, et elle fixe à Inès, la rage, et elle fixe à Raja, ou encore la jalousie, et Cybèle fixe à Julia. Chaque apprenti était maintenant invité à parcourir les ouvrages avec sa tutrice, seule dans leur temple. Valéria laissa Sophia entrer dans le sien, ne pouvant pas la suivre. Une fois seule, Sophia appela immédiatement Aniel. Le chien arriva en boitant et en grognant. « Tu boites ? Pourquoi ? Ce sortilège me donne du fil à retordre. J'avais presque réussi à créer une brèche, mais j'ai été blessée. Tu n'es pas encore assez puissante. Nous devons être patients, mais je réessayerai tous les jours. » « Mais Aniel, s'énerva-t-elle, comment puis-je être plus puissante sans les livres ? Il nous faudra trouver. Néanmoins, Maestro t'a déjà mentionné que le sage n'est pas guidé par ce qu'il sait, mais par ce qu'il ressent. Que veux-tu dire, et comment le sais-tu ? Je te l'ai dit, je sais ce que tu sais, même si tu ne t'en souviens plus. Je ressens ce que tu ressens, même ce que tu te caches à toi-même et aux autres. Je suis ton livre ouvert, mais je ne suis que le livre de Sophia, pas celui des autres Silly de la sagesse. Sophia réfléchit alors. Me connecter davantage avec ma colère me rendrait donc plus forte ? C'est évident, répondit Aniel. Mais je risque de blesser des personnes, comme à la cérémonie. C'est évident aussi, répondit Aniel. Sauf si tu reconnais, comprends, accueilles puis dépasses ta colère. Effectivement, pour cela, il te faut commencer par la reconnaître. Mais je n'ai même pas conscience d'être en colère, objecta Sophia. Mais moi je sais que tu l'es, que nous le sommes, et je sais pourquoi. Aniel se mit alors à gronder et aboyer, la gueule ouverte et tous les crocs sortis. Sa blessure ne semblait plus le gêner, il était prêt à attaquer. Sophia frissonna et pensa que la colère n'était décidément pas belle à voir. Pourtant, elle semblait amener de la force et elle avait grand besoin de force pour briser le sortilège et en connaître davantage sur qui elle était et sur le danger qui les menaçait. « D'accord, Aniel. Rappelle-moi pourquoi nous sommes en colère. » À peine eut-elle fini de prononcer ces mots que la jeune Silly fut prise d'un grand vertige en voyant le temple tournoyer et se modifier entièrement autour d'elle. Sophia parvint à maintenir son équilibre. Quand le tourbillon cessa, elle se retrouva devant toutes les Silly de la communauté, attablées pour le repas. 2 très jeunes enfants chahutaient bruyamment. L'un d'eux pleurait maintenant, grondé par un adulte. Les discussions avaient cessé et tous observaient la scène. Sophia avait été projetée au pied du grand chêne. Comment était-ce possible ? Était-ce déjà l'heure du déjeuner ? S'était-elle évanouie ? Sophia aperçut alors Claudia qui courait vers elle. Elle la salua, mais à sa grande surprise, sa grand-mère ne lui répondit pas et la dépassa sans un regard. Elle paraissait affolée. Sophia voulut l'appeler et lui demander ce qu'il se passait, mais elle sembla ne pas l'entendre, continuant de courir. Sophia la rattrapa et se posta quelques mètres devant elle pour l'intercepter. « Que se passe-t-il, Claudia ?»« Sophia, Sophia !» criait Claudia désespérée.
j'arrive. Je suis là, grand-mère, calme-toi, que se passe-t-il? Sophia essaya d'arrêter Claudia avec sa main, mais elle la traversa entièrement sans la toucher. Comment cela se peut-il? La jeune Silly n'y comprit plus rien et se retourna pour suivre sa grand-mère du regard. Cette dernière s'arrêta près de l'enfant qui pleurait, le prit dans ses bras et essaya tendrement de le rassurer. « Là, ça va, je suis là. Ce n'est rien, ma petite lune. »« Votre Sophia est venue importuner ma petite fille qui s'est défendue. Elle ne l'importunait pas, elle voulait seulement jouer. Je ne veux pas que ma fille joue avec une fille de Silly bannie. Je suis désolée, Claudia. Mais qu'en savez-vous? Ce n'est qu'une jeune enfant. Et en admettant que cela soit vrai, vous devriez avoir honte de punir une enfant pour les méfaits supposés de ses parents. Une graine ne tombe jamais loin de l'arbre, c'est tout ce que je dis, et nous ne connaissons rien de cet enfant. Je n'ai pas honte de protéger ma fille, et vous devriez être aussi plus prudente, chère Claudia. Vous ne savez pas encore qui vous avez accueilli sous votre toit. J'ai accueilli cette petite fille qui est la mienne désormais, et je vous interdis de la maltraiter ou de la dénigrer. Sophia suivait la scène hallucinée, la gorge serrée. Elle observa Claudia qui la défendait, elle, Sophia bébé. « Te souviens-tu » demanda Agnelle qui était apparue à ses côtés. Sophia pleurait, submergée par la tristesse. Elle hocha la tête. « Ce n'est malheureusement pas encore assez, » objecta Agnelle. « Rapproche-toi et touche la main de la petite Sophia maintenant. » Sophia s'observa comme enfant. Elle avait le visage rempli de larmes. Ses petites mains étaient toutes griffées et sa main droite saignait. « Oui, je me souviens. Elle m'avait griffée et mordu. Sarah m'avait mordu. » Elle posa son doigt juste sur la marque de morsure. Je lui avais pris la main gentiment pour danser, et elle l'avait mordu violemment, puis elle m'avait griffée. Sophia se sentit alors aspirée dans son moi enfant. Son esprit d'adolescente était intact, mais son cœur, lui, se remplissait de la peine de la toute jeune Sophia. Elle ressentait à nouveau la terrible douleur de la morsure sur sa main droite. Claudia, Sophia dans les bras, s'éloignait maintenant de Sarah et de sa mère pour rejoindre les cuisines, suivie par le regard réprobateur des Silly encore attablés, portés sur sa grand-mère et elle, une toute petite fille innocente. Elle entendait aussi leur conversation. La graine ne tombe jamais loin de l'arbre, c'est vrai, elle est dangereuse. Pauvre petite Sarah, elle a eu raison de se défendre. Ne t'approche pas d'elle, dirent plusieurs parents à leurs enfants. Je n'ai rien fait, essaya de crier Sophia, mais les flots de paroles tournaient dans sa tête. Sophia voulait se boucher les oreilles et courir loin, mais elle était coincée dans son corps de petite fille qui ne faisait que pleurer et hoqueter. Agnelle, cria-t-elle, sors-moi de là. Pas encore, lui répondit la bête. Sophia était désespérée. Agnelle, sors-moi de là maintenant, je n'en peux plus. Sors-moi de là, répétait-elle avec force. Mais Agnelle ne lui répondait pas. Les émotions de la petite Sophia continuaient d'affluer dans le cœur de la Sophia adolescente. Elle se souvenait maintenant à quel point elle se sentait seule, isolée des autres enfants qui avaient l'interdiction de l'approcher et de jouer avec elle. « Mais c'est fini maintenant, criait-elle encore. J'ai Raja, Max et Liam. Je ne suis plus seule, j'ai des amis. » Mais la petite Sophia se sentait seule, rejetée, et la Sophia adolescente ne pouvait pas ignorer ses émotions. Elle se souvenait de tout, ressentait tout. Alors, elle essaya de se parler pour apaiser sa tristesse d'enfant. « Ce n'est pas ta faute. Tu es innocente, tu n'as rien fait de mal. Ne sois pas triste, je t'en prie. Ils ont peur de toi, parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils sont méchants. » À ce dernier mot, une colère forte, une colère douloureuse envahit Sophia. Les assiettes, les verres, les chaises et plusieurs tables furent projetées dans les airs. Une tempête avait surgi. Les parents attrapaient leurs enfants pour se réfugier dans les cuisines et se protéger du vent violent. Les ustensiles de cuisine volaient et attaquaient les Silly. Sophia vit Sarah se faire embarquer par une tornade naissante et ses parents qui lui couraient après. Sophia regardait la scène avec une froide délectation. « Il n'avait que ce qu'il méritait, pensait-elle. J'étais innocente, une enfant innocente.
Ne pleure plus, se dit-elle à elle-même. Et l'enfant avait en effet cessé de pleurer. Dans les bras de Claudia, qui la serrait fort, et épargnée par cet ouragan, elle riait d'un faible rire cristallin et innocent d'enfant, qui s'amusait simplement des gesticulations maladroites et désordonnées des adultes. « Non, arrête tout de suite !» cria Maestro. L'esprit de Sophia adolescente fut immédiatement projeté à l'extérieur du petit corps et la tempête cessa. Tous les objets retombèrent sur le sol et Sarah retrouva les bras de sa mère. Le silence se fit et seul le doux rire de la jeune Sophia résonnait désormais. Tous se tournèrent vers la petite fille et en lieu et place de regards réprobateurs, c'était la peur qu'on voyait désormais dans leurs yeux. Maestro fit rentrer Claudia et l'enfant dans leur maison. Sophia voulut les suivre, mais dès qu'elle franchit la porte de sa maison, elle se retrouva dans son temple avec Aniel qui l'attendait. « Pourquoi ne m'as-tu pas fait sortir quand je te le demandais ? À cause de toi, j'ai créé une tempête, je les ai blessés. » Elle avait crié sa dernière phrase. Aniel conservait le silence et la regardait. « Je suis maudite, Aniel. »« Tu veux dire que tu es maudite parce que tu t'es mise en colère ?» Et le gros chien pivotait sa tête de droite à gauche, interrogateur. « Oui, enfin, non. » Sophia hésitait. « Parce que je deviens dangereuse quand je suis en colère et que je fais du mal. »« Mais c'est parce qu'ils t'ont fait du mal que tu t'es mise en colère, non ?» Aniel, cette fois-ci, grognait. « Oui, mais quoi ? Tu n'as pas le droit de te mettre en colère, pas le droit de te défendre, de te protéger ?» Aniel lui aboyait dessus. « Si, mais c'est mal, » cria Sophia. « Non, ce n'est pas mal. Tu ne seras jamais punie pour ta colère, mais seulement par ta colère et seulement si tu la contiens, la refoules et que tu ne t'autorises pas à la ressentir et à l'exprimer. Ta colère est aujourd'hui comme un animal sauvage, enfermé dans une cage, qui tourne en rond et mord ses barreaux. » Aniel mimait la scène et grognait avec force. « Moins tu le sors, plus il grogne et devient fou, capable de te ronger de l'intérieur. Et dès que cet animal sauvage aperçoit une ouverture, il fonce comme un chasseur sur sa proie, comme une tornade. » Aniel bondit sur Sophia, la gueule ouverte, prête à mordre. Sophia s'affaissa sous le poids du chien et porta les mains à son visage pour se protéger. « Mais j'ai peur de cet animal, peur de ma colère !» cria Sophia. Les grognements d'Aniel se firent plus calmes, et le chien se mit à lécher les mains de la jeune fille. « Alors apprivoise-la, apprivoise-moi, » dit Aniel entre deux léchouilles. Sophia retira les mains de son visage et caressa son chien qui recula doucement, puis il s'assit devant elle en remuant la queue. « Je me sens vidée, mais apaisée, » constata-t-elle. « C'est normal et bon signe, » dit le gardien. « Tu devras aller te reposer. À ton retour, nous verrons si tes pouvoirs ont augmenté ou si un autre retour dans le passé est nécessaire. » Sophia frissonna à cette idée, mais elle était bien trop fatiguée pour s'en inquiéter. Quand elle franchit la porte de la salle du conseil, elle constata que la lumière était faible, une lumière de fin d'après-midi. Il ne restait plus qu'elle, et elle avait dû passer plusieurs heures avec Aniel. Puis Sophia vit le fauteuil de Maestro pivoter et Elianatim apparaître folle de rage. « Que faisais-tu ? Tu as passé des heures dans ton temple et tu n'es pas venu déjeuner. » Devant le silence de Sophia, qui se voyait mal lui raconter ses aventures, l'institutrice insista et tapa du poing sur la table. « Que faisais-tu ? Que se passe-t-il dans ton temple ? J'exige que tu me dises tout. »« Vous n'êtes pas ma tutrice, » cria Sophia, « et ce fauteuil n'est pas le vôtre. » Elle serra les poings pour tenter de contenir sa colère, car elle sentait que l'animal en elle était prêt à bondir et à s'échapper. Elle inspira plusieurs fois, mais rien n'y fit. La bête frappait fort pour sortir de sa cage. Quand elle ouvrit les poings, une petite tornade surgit entre ses mains. Ses pouvoirs avaient grandi. La jeune élue pouvait désormais faire apparaître une tornade dans sa main. Elianatim n'avait rien remarqué. Elle se dirigeait maintenant vers Sophia, furieuse et la main levée. Sophia cacha sa main derrière son dos, alors que la petite tornade grandissait et lui soulevait désormais les cheveux qui virevoltaient tout autour de son visage.
Eliana Tim vit les cheveux de Sophia s'animer et elle recula. « Qu'y a-t-il? Vous avez peur ?»« Peur de quoi? De toi? Sûrement pas. Tu es peut-être une Silly de la sagesse, mais tu es encore jeune et tu es bien prétentieuse. » Sophia s'avança vers Eliana Tim pour la défier. La tension était à son comble. Mais au lieu de lui lancer sa tornade en pleine figure, Sophia continua d'avancer. Quand elle passa devant Eliana Tim, elle lui murmura. « Vous auriez tort de me sous-estimer, Miss Tim. » Puis elle sortit, ne laissant pas à son ex-instructrice le temps de répliquer. Elle constata alors que la tornade dans sa main avait disparu. Sophia sourit. Elle avait réussi à dompter la bête. Elle ne lui faisait plus peur désormais. Et par la bête, elle ne parlait pas de sa colère, mais bien d'Eliana Tim. Sophia, épuisée, fila directement dans sa chambre et dormit jusqu'au petit matin. À son réveil, elle voulut s'assurer que ses nouveaux pouvoirs n'avaient pas disparu. La jeune Silly fixa ses mains pour faire apparaître une tornade. Mais ses mains restèrent vides. Elle réessaya, mais cette fois elle se concentra sur sa mésaventure de la veille avec Eliana Tim et la petite tornade apparut enfin. « J'ai compris !» s'extasia-t-elle folle de joie, et immédiatement la tornade disparut. Sophia avait hâte de montrer à Aniel ses nouvelles capacités, mais affamée, elle fut la première attablée pour le petit déjeuner. Inquiète qu'elle ait dormi autant, Claudia insista pour s'assurer qu'elle allait bien. Elle ne chercha pas à savoir ce que Sophia faisait avec les autres élus, car elle savait qu'un serment leur interdisait d'en parler. La jeune fille la rassura facilement avec ses grands sourires fiers et son appétit féroce. Puis elle fila rejoindre Aniel, sans voir qu'à quelques mètres, un jeune garçon l'observait courir d'un air interloqué. C'était Liam, qui l'attendait pour leur entraînement, mais Sophia l'avait complètement oublié. « Regarde, Aniel !» Sophia s'amusait à faire grandir et rapetisser la tornade. « C'est bien, acquiesça Aniel, mais cela reste insuffisant, j'en ai bien peur. » Mais Sophia contredit Aniel. « Je suis prête à essayer. » « Bien, ce n'est sûrement pas assez pour briser entièrement le sortilège, mais cela peut peut-être marcher pour un livre ou deux. Il n'y a qu'un livre qui m'intéresse, la prophétie d'Anna, lui indiqua Sophia. La prophétie d'Anna, dis-tu ? Aniel fixa intensément Sophia, comme pour se connecter davantage à elle. Oui, les livres peuvent apparaître sur commande. Suis-moi. Le chien s'approcha de la première tornade contenue dans le temple de la sagesse. À toi de jouer. Concentre-toi sur le livre, amplifie cette tornade autant que tu le pourras. Rappelle-toi que tout est énergie. La tornade peut donc aspirer le livre et le faire passer à travers le sortilège comme un vortex. Sophia était toute excitée, et elle n'avait absolument pas conscience du danger qu'elle courait. Aniel se mit à grogner et aboyer pour l'encourager et joindre sa colère à la sienne. Cela fonctionna, et à eux deux, gardiens et apprentis Silly de la sagesse, ils firent enfin grandir la tornade. Un énorme vortex tourbillonnait à toute allure au-dessus d'eux, accompagné d'un bruit assourdissant qui couvrait les aboiements du gros chien. Sophia puisa toute sa colère dans les souvenirs et les émotions de sa visite de la veille dans le passé, et elle en nourrit la tornade qui semblait ne jamais pouvoir en être rassasiée. « Concentre-toi sur le livre, lui aboya Aniel. Maintenant !» Sophia pensa fort à la prophétie d'Anna, et rapidement une image se forma dans son esprit. La couverture du livre représentait une femme de dos, aux cheveux longs et bruns, vêtue d'une toge blanche, debout sur une falaise et qui montrait du doigt le soleil et la lune, côte à côte dans le ciel. Les deux astres semblaient se rapprocher l'un de l'autre. « C'est Anna, c'est la grande éclipse, je vois le livre, Aniel, je le vois !» La femme sur la falaise devenait de plus en plus claire, de plus en plus proche. Sophia pouvait détailler maintenant les plis de sa toge blanche et les mèches de ses cheveux. « Je te tiens, pensa-t-elle. » C'est alors qu'elle la vit se retourner vers elle. Sophia trembla de tout son être. Le visage et le corps d'Anna s'étaient transformés en celui d'une harpie, mi-femme, mi-oiseau. L'apparition criait et fonçait vers elle avec les griffes sorties, prête à lui lacérer les yeux et le visage. La harpie profita du manque d'expérience et de pouvoir de la jeune Silly pétrifiée pour accélérer son vol et griffer sa proie. Sophia s'effondra en se tenant le visage. Elle avait été touchée juste au-dessus de l'œil droit.
Sophia à terre, blessée, la tornade reprit instantanément sa taille d'étagère et la vision s'évanouit. L'entaille était sévère et douloureuse. Une main sur sa blessure, Sophia observait son chien qui courait dans tous les sens, en hurlant, grognant et aboyant après un ennemi imaginaire. La harpie les aurait-elle suivis? Sophia ne voyait rien. Elle se sentait toutefois incapable de se relever et d'aider le gardien. Du sang lui coulait dans l'œil. « Je suis désolée, dit-il. Tu as été blessée, tu n'étais pas assez forte. »« Qui était-ce? Je ne comprends pas. Était-ce Anna ?»« Ce que tu as vu est la manifestation du sortilège. Tu étais trop près du but, alors il a contre-attaqué. Ce n'était pas Anna, c'était une harpie. » Le chien semblait abattu, mais après quelques secondes, il remua la queue et fixa Sophia en haletant. « Oui, Aniel, tu as bien senti. Je n'abandonne pas. Mais j'ai besoin de plus de force, de plus de colère. »« Non, tu n'as pas besoin de plus de colère. Elle est là, en toi. Tu as seulement besoin de la libérer entièrement. » Et cela sous-entendait un nouveau voyage dans le passé, peut-être même plusieurs. Quand Sophia sortit de son temple, elle aperçut une silhouette qui l'observait. « Mince, pensa-t-elle, Eliana Tim, encore. » Mais au grand soulagement de Sophia, ce n'était pas la menaçante institutrice qui l'attendait, mais son amie Raja. « Sophia, enfin tu sors. »« Tu m'attendais ? » ?»« Bah oui, pardi, je ne t'ai pas vue de toute la journée hier, et ce matin je t'ai couru après en te voyant monter vers la bibliothèque. Mais tu es rentré dans ton temple avant que je ne puisse te rattraper. »« Mais qu'as-tu? Du sang? Tu saignes? Le chien t'a attaqué ?»« Non, non, ce n'est pas Aniel, mais c'est une longue histoire. Je ne bougerai pas tant que tu ne m'auras pas tout expliqué. » Sophia raconta donc tout à Raja, qui ne put cacher sa fascination pour les tornades et son dégoût pour la harpie. « Je sais ce que l'on va faire maintenant, dit Raja. »« Quoi ? » ?»« D'abord, soigner cette blessure, et ensuite tu m'apprendras comment faire surgir ces tornades. Si tu peux le faire, je peux le faire aussi, et je pourrai alors t'aider. »« Ce n'est pas une mauvaise idée, mais je ne veux pas te mettre en danger. »« Tu le fais bien, toi, et toi et moi savons que c'est moi et pas Inès qui aurait dû hériter du courage. » Raja fit un clin d'œil à Sophia. « On verra, répondit Sophia, qui savait déjà qu'elle ne laisserait pas Raja l'aider. « C'est tout vu, mais avant tout, ta blessure. Si nous ne la soignons pas vite, tu vas être défigurée. Le truc, c'est comment procéder pour te soigner sans éveiller les soupçons ou subir un interrogatoire, parce que là, tu as besoin de plus que quelques onguents. Faudrait même recoudre si tu veux mon avis. Allons voir Julia. » « Julia ? Pourquoi ? » ?»« Parce que c'est l'élite de l'amour et qu'elle est censée avoir le pouvoir de guérison. »« Ah bon ? Ah, je vois que tu n'as pas commencé à lire tes livres, la taquina Raja. »« Non, c'est vrai, avoua Sophia. Mais c'est une excellente idée. Nous pouvons compter sur elle pour ne pas trop poser de questions ou du moins garder le secret. » Pendant que Raja allait chercher Julia, Sophia entra dans le temple de l'amour qui vibra de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, redevint rose et accepta la jeune Silly. Sophia protégeait toujours son œil avec la main droite, cela calmait un peu la douleur. De l'œil valide, elle observa les petits ruisseaux qui formaient les étagères du temple et les dizaines de poissons bleus et roses qui batifolaient dans l'eau. L'un d'eux sauta d'une étagère à l'autre et faillit percuter Sophia, qui fit immédiatement un petit bond sur le côté. « Je suis une vraie cible vivante ce matin. » Elle s'approcha d'un des nombreux livres pris dans l'eau et tenta de le toucher, mais il disparut avec tous les autres. Seuls restaient ceux qui lui étaient proposés par le temple et cités la veille par Cybèle. Déçue, elle soupira, baissa le bras et découvrit sa blessure dans les reflets de l'eau des étagères. Ce n'était vraiment pas beau à voir. La griffure commençait au début du front pour finir juste au-dessus de son œil droit, sous son sourcil, et elle saignait encore. Sophia était en effet défigurée. Enfin, elle le serait si Julia ne parvenait pas à la soigner. « Fais vite, Raja, s'il te plaît, dit-elle à haute voix. Cette dernière n'eut aucun mal à trouver Julia, qui venait juste de s'asseoir pour prendre son petit déjeuner. Elle lui fit signe qu'elle voulait lui parler. Julia l'aperçut et comprit immédiatement qu'elle lui demandait d'être discrète. « Sophia a besoin de toi, lui avait dit la jeune femme. Et Julia ne posa pas de questions, ce qui étonna vraiment Raja. Julia entra seule dans le temple, impossible pour son amie de la suivre sans en être rejetée.
De toute façon, il fallait bien que l'une de nous fasse le guet, se dit la jeune élue de la colère. Sophia aperçut Julia, mais quand elle voulut lui sourire, elle grimaça de douleur. La jeune élue de l'amour observa attentivement la blessure, ne fit aucun commentaire et ne posa aucune question. Puis elle installa Sophia dans la verrière au centre du temple, sur un banc au pied du pommier en fleurs. « Attends-moi là, lui dit-elle. »« Où vas-tu » s'inquiéta Sophia. « Il ne faut prévenir personne, s'il te plaît. »« Je sais, je reviens dans 1 minute. » Et Julia revint en effet avec 2 onguents. « Où les as-tu trouvés ? Qu'est-ce que c'est » demanda Sophia. Les Scilly de l'amour travaillaient avec les Scilly de la terre pour préparer et décupler les pouvoirs des onguents et des potions de guérison. J'ai déjà appris les recettes de plusieurs d'entre eux, et si je ne me trompe pas, nous avons besoin de celui-là pour désinfecter et de celui-ci pour cicatriser ta blessure. Cependant, cela ne va pas suffire. « Je sais, répondit Sophia. Où en sont tes pouvoirs ? Peux-tu me guérir ? Veux-tu bien essayer ? Je ne suis pas sûre d'y arriver, confia Julia avec tristesse. Je pourrais aller chercher Cybèle ? Si j'échoue, tu peux rester défigurée, Sophia. Tu ne vas pas échouer, Julia. J'ai confiance, la rassura Sophia. D'accord, mais je te préviens. Cela va te faire mal et je dois d'abord désinfecter avant d'essayer de refermer les tissus. Tu es prête ? Vas-y, lui dit Sophia. Bon, d'abord nous allons nettoyer avec un peu d'eau. Julia prit une grande inspiration, fit un petit signe de la main et aussitôt plusieurs oiseaux virevoltèrent et se posèrent à tour de rôle sur la tête de Sophia pour déverser de leur bec de petits filets d'eau juste au-dessus de la blessure. L'eau brûla Sophia qui gigota. « Ne bouge pas, ordonna Julia, c'est bientôt fini. » L'eau se mêlait au sang et coulait sur le visage de Sophia. « Bien, cela devrait suffire, dit Julia. » Elle prit alors une noisette du premier onguent. Il sentait bon le thym et le miel. Mais malgré sa délicatesse, son application fut une nouvelle torture pour Sophia qui serra les dents. « C'est bien, dit Julia. » Puis elle prit les mains de Sophia. « Maintenant, c'est à nous de jouer. Garde les yeux fermés et concentre-toi sur le flux d'énergie qui part de mes mains. Quand tu sentiras que les tiennes chauffent, fais remonter la chaleur dans tes bras, tes épaules, ton cou, ta tête jusqu'à converger vers ta blessure. As-tu compris ? Oui, dit Sophia. Attends bien que la chaleur dans tes mains soit assez forte, puis fais-la lentement remonter par vagues vers ta blessure, d'accord ? Oui, oui, dit Sophia, c'est clair. Mais pourquoi n'appliques-tu pas directement tes mains sur ma blessure ? Je ne peux pas. La guérison est un processus volontaire. Je ne peux pas t'imposer ma volonté. C'est à toi de guérir. En me donnant tes mains, tu acceptes mon contact et nos 2 auras peuvent se rencontrer. Tu acceptes de recevoir mon énergie et de la mêler à la tienne. Ensuite, c'est à toi seul de la guider vers la blessure. Quand les mains de 2 personnes se touchent, leurs cœurs et leurs énergies se synchronisent. Tu comprends ? Oui, je crois, répliqua Sophia. Bien, allons-y. Le silence envahit l'espace, les oiseaux se turent, les poissons s'immobilisèrent. On n'entendait plus que la respiration des 2 jeunes amies. Sophia avait du mal à se concentrer, mais elle redoubla d'efforts et sentit bientôt ses mains chauffer au doux contact de celles de Julia. Sa douleur se calma enfin. La jeune Scilly se détendait et pouvait maintenant visualiser une boule de feu, comme un petit soleil qui se formait au creux de ses mains. Elle attendit que la boule devienne un puissant soleil d'été, puis elle la fit remonter lentement vers sa blessure. La sensation était vraiment agréable. Ses bras se réchauffaient, puis ses épaules, et elle sentit bientôt sa nuque se relâcher comme si elle était tout entière plongée dans un bon bain chaud. Bientôt ses joues rosirent et le soleil atteint enfin sa blessure. La douce chaleur se transforma alors en brûlure intense, et Sophia faillit lâcher les mains de Julia, mais la Scilly de l'amour retint l'étreinte. « C'est bientôt fini, tiens encore un peu, je vois la blessure se refermer. » Sophia, elle, ne voyait rien, mais elle sentait les tissus sur son front brûler et se resserrer. La douleur était atroce, pire que la griffure elle-même. Sophia poussa un cri et dégagea ses mains de celles de Julia pour les porter à son visage. « Je suis désolée, dit Julia, je ne maîtrise pas encore tous mes pouvoirs et tu as souffert. Mais ta blessure s'est refermée, regarde, dit-elle. Elle accompagna Sophia devant la petite fontaine pour qu'elle puisse voir son reflet.
La blessure était bel et bien refermée. Une belle croûte la remplaçait. Ça saignait encore un peu et la démangeait énormément, mais la douleur, elle, avait entièrement disparu. Ne la touche pas, ordonna Julien. Tu vas devoir recouvrir ta cicatrice de cet onguent à base de lavande et de miel plusieurs fois par jour. La cicatrisation sera plus rapide ainsi. Merci, Julia, merci, et Sophia l'embrassa. J'ai bien peur que tu gardes une marque, Sophia, je suis désolée. Ce n'est pas grave, la rassura Sophia. Vraiment, ne sois pas triste, réjouis-toi. Je suis la preuve de ton immense don. Ton don est magnifique. Mais Julia restait soucieuse. Qu'y a-t-il lui demanda son amie. Je ne t'ai pas tout dit, lui avoua Julia. Je ne suis pas encore assez avancée pour guérir et donner de l'amour sans rien prendre en retour. Et j'ai bien peur de t'avoir pris quelque chose. Que m'as-tu pris demanda Sophia intriguée. Julia ouvrit alors ses mains et une minuscule tornade y apparut. Sophia n'en crut pas ses yeux. Tu peux la faire grandir ? Je ne crois pas, dit Julia. Peut-être la faire voler. Et la petite tornade s'envola en effet au milieu du temple. Ce n'est pas grave, je suis heureuse de te remercier avec ce petit cadeau. Puis-je cependant te demander de ne pas la montrer à Cybèle ? Cela susciterait trop de questions. Julia accepta volontiers de garder le secret. Comment t'es-tu fait cela ? Je voudrais te le dire, Julia, mais cela te mettra encore plus dans l'embarras et je ne veux pas qu'il t'arrive des ennuis par ma faute. Julia n'insista pas. À la place, elle lui révéla qu'elle avait perçu en elle le don de guérison. Il suffisait qu'elle s'entraînât et fît des exercices. Tu es une si puissante. Tu pourrais te guérir toi-même avec un peu de pratique et d'exercice. Juste au cas où tu en auras encore besoin, conclut Julia avec un clin d'œil. Merci, dit Sophia. Cela pourrait en effet m'être très utile. Puis Julia, tout sourire retrouvé, demanda à Sophia de l'excuser une minute. Sophia en profita pour se laver le visage dans la fontaine et faire disparaître toute trace de sang. La cilice de l'amour revint avec une feuille de papier qu'elle tendit à Sophia. Je n'ai pas eu l'occasion de te l'offrir avec la cérémonie et tous ces événements, mais voilà, bon anniversaire, Sophia. Sophia déplia la feuille et découvrait son portrait. Le plus beau jamais réalisé par Julia. Elle avait dessiné son amie, allongée et entourée de papillons multicolores. C'est l'image qui m'est venue cette année. J'espère que cela te plaît. Oui, beaucoup. Tu es très douée. Julia rougit et arrangea tendrement les cheveux de Sophia afin de cacher sa cicatrice. Allons-y. Raja doit s'impatienter, dit Sophia. Oh, et ne lui dis rien pour la tornade. Elle serait verte de jalousie. Ne t'inquiète pas, je garderai ce moment passé ensemble juste pour moi. Les deux jeunes filles sortirent rassurer Raja et lui montrer le petit miracle réalisé. Mais elles n'en eurent pas le temps, car des voix se rapprochaient. Les trois jeunes filles se postèrent alors chacune devant son temple. Les apprentis et leur tutrice entrèrent dans la salle du conseil. « Bien, si vous êtes toutes là, nous pouvons commencer. Installez-vous autour de la table, je veux vérifier où en sont vos lectures, annonça Valéria. Oh, quelle plaie, pensa Sophia. Je suis certaine que pour la toute première fois de ma vie, je vais être interrogée. Alors, qui peut me citer les premières dimensions de la lumière ? Elle regarda en effet Sophia, curieuse de savoir si elle pouvait répondre, mais c'est Anaïs qui prit la parole. Il y a tout d'abord la lumière primordiale, celle qui est tout et contient tout. Puis la lumière créatrice, celle qui crée et fait grandir. Il y a aussi la lumière qui nous guide et nous protège dans l'obscurité. Et puis celle qui enseigne et révèle. C'est bien, Anaïs, la félicita Valéria. Et que se passe-t-il lorsque vous entrez en état de méditation ? Elle fixa à nouveau Sophia. Mais c'est Katia qui, encouragée par sa tutrice Nadia, prit la parole. Notre corps se détend, notre esprit se tranquillise et notre conscience peut ainsi s'élever vers la lumière et se connecter à une ou plusieurs de ses dimensions. La méditation nous permet ainsi de renforcer et de développer nos pouvoirs, mais aussi de les contrôler pour qu'ils restent toujours dans la lumière et ne soient pas transformés par l'ombre. C'est exact, acquiesça Valéria, qui voulut poser une troisième question, mais Cybèle la devança. Il est temps, mesdemoiselles, temps de rejoindre vos temples. Eliana Tim, qui avait assisté à la session de questions, cachée derrière l'entrebâillement de la porte, murmura pour elle-même. « Que mijotes-tu, jeune Sophia ? Qu'apprends-tu dans ce temple que tu ne dis pas ?» « Et pourquoi pensez-vous qu'elle mijote quelque chose ?» lui répondit Elias juste dans son dos. Eliana Tim sursauta
et hésita à lui dire le fond de ses pensées. Après tout, pensa-t-elle, le jeune Elias n'avait pas encore pu subir l'influence de Maestro et pouvait très bien devenir un allié très utile. Sirto serait content d'elle. Toutefois, elle décida d'y aller prudemment. Je m'inquiète, mentit alors Eliana Tim d'une voix toute mielleuse, et elle invita le jeune guide à s'asseoir à ses côtés pour discuter. Sophia trouva Agnès couchée devant la porte d'entrée du temple. « Je t'attendais, lui dit-il. Es-tu prête à libérer ta colère et les pouvoirs qui lui sont liés ?»« Oui, Agnès, je suis prête. » Une nouvelle fois, Sophia vit le temple tournoyer devant ses yeux et elle perdit l'équilibre. La jeune Silly se retrouva dans sa maison. Claudia et Maestro chuchotaient, alors que son jeune double jouait à l'écart avec de petits papillons en bois. « Que va-t-on faire, Maestro ? Ils ne l'accepteront jamais. Aucune enfant n'est autorisée à l'approcher et maintenant tout le monde pense que c'est elle qui a provoqué cette tornade. L'as-tu vu le faire ? As-tu vu Sophia créer la tornade ?» s'empressa de demander le guide. « Mais que racontez-vous, Maestro ? Bien sûr que non, ce n'est qu'une enfant. Comment aurait-elle pu faire cela ? » « Je sais, Claudia, mais ce n'est pas la première fois que Sophia se retrouve au milieu d'une querelle et qu'une tornade surgit violemment. Alors c'est normal de s'interroger. » D'autres incidents, pensa alors Sophia. Ce n'était pas la première fois, ce n'était pas la première tornade. Avais-je déjà ce pouvoir étant petite ? Elle est harcelée par les autres enfants, et le temps est changeant cette saison, voilà tout, vous le savez bien. Comment pouvez-vous accuser Sophia ? Claudia semblait choquée par les paroles et les sous-entendus du guide, qui entreprit de la rassurer. « Je suis désolée, Claudia, je ne voulais rien insinuer. Je vais tout arranger, je vous le promets. Pouvez-vous me confier Sophia demain pour toute la journée ? » « Qu'allez-vous faire ? » Claudia hésitait et interrogeait le guide d'un regard plein de défiance. « N'avez-vous plus confiance en moi ? Pensez-vous que je puisse lui faire du mal ?» Mais devant son mutisme, Maestro dut s'expliquer. « Je dois accueillir notre grande guide, Oda, près du Grand Lac. J'aimerais beaucoup lui présenter Sophia et lui demander conseil. Êtes-vous d'accord ?» Claudia se rappela alors combien Maestro était bon avec elle. Elle se détendit et lui répondit plus gentiment. « Je sais que vous ne lui ferez jamais aucun mal. » Puis elle reprit plus véhémente. « Je crois que cela lui ferait du bien de s'éloigner un peu de tous ces ignorants. C'est d'accord, Maestro. Bien, je passerai donc la chercher demain, juste avant le lever du soleil. » Puis la scène changea et Sophia se retrouva dans la forêt. Maestro avançait avec la jeune enfant sur les épaules. La matinée était ensoleillée et chaude et le guide sifflotait pour amuser la fillette qui essayait d'attraper tous les petits papillons attirés par la mélodie. Les va-et-vient de l'enfant sur ses épaules déséquilibraient le guide et rendaient sa marche un peu comique, mais chaque fois qu'il arrêtait de siffloter, la petite Sophia rebondissait sur ses épaules en criant des « encore » de plus en plus fort et de plus en plus affirmés. Quelle patience, pensa Sophia, attendrie par le spectacle dont elle n'avait gardé aucun souvenir. Bientôt, une mélodie plus harmonieuse se mit à résonner dans la forêt, et les papillons qui entouraient Maestro et l'enfant s'échappèrent alors pour volter autour d'un nouveau chanteur assis près du grand lac. « Maître Oda, quel plaisir de vous revoir. Avez-vous fait bon voyage ?» Oda chassa délicatement de la main les papillons qui l'entouraient, et Sophia put enfin découvrir son visage. Maître Oda était une vieille femme ridée, aux cheveux blancs et longs, mais une femme terriblement belle. « Bonjour, mon ami, dit-elle. Merci d'être venu m'accueillir. » Maestro se baissa et fit descendre la petite fille qui se réfugia derrière les jambes de son grand-père. « Bienvenue dans notre communauté, mon cher maître. Je suis heureux que Sirto vous ait tenu compagnie pendant votre voyage, et j'espère que vous ne m'avez pas trop attendu. Mais comme vous le voyez, j'ai été un peu ralentie par cette charmante petite demoiselle. Sirto ne m'a pas laissé le temps de m'ennuyer avec toutes ces questions, et ces quelques heures d'attente m'ont, disons, reposé, plaisanta Oda dans un grand sourire. Sirto est avide de connaissances comme nous tous, cher maître. Sirto est avide de pouvoir, Maestro, et il voit bien que je vieillis. Maestro aperçut un voile de tristesse assombrir les grands yeux bleus de son maître. La tristesse venait-elle de sa lucidité sur Sirto, se demanda le guide, ou de la conscience de sa propre mortalité. Votre route est encore longue, grande guide, et la lumière sait à quel point nous avons besoin de vous, à quel point cette petite fille a besoin de vous.
Maestro fit quelques pas de côté pour sortir la jeune Sophia de ses jambes et la présenter à Oda. « C'est donc elle, dit Oda, qui regardait maintenant la petite fille avec attention. « Oui, répondit Maestro tout fier. Sophia, ma petite lune, je te présente Oda, mon maître et le grand guide de notre ordre. » La petite fille fit un rapide sourire timide au grand guide et se réfugia à nouveau dans les jambes de Maestro. « Laissons-la jouer. Elle a besoin de se dégourdir les jambes et toi de te reposer. Assieds-toi à mes côtés, proposa Oda. La vieille femme attrapa un papillon avec la plus grande précaution et lui murmura quelques mots. Aussitôt, le papillon rejoignit les autres et la nuée se positionna devant la petite Sophia pour l'inviter à les suivre et à les attraper. Elle hésita un instant, mais devant le sourire des deux guides, elle comprit qu'elle pouvait jouer et s'éloigner un peu. Sophia porta un regard tendre sur la jeune enfant, puis s'approcha des deux guides pour écouter leur conversation. « On a quelques minutes, dit Oda à Maestro. Elle ne s'éloignera pas bien loin et nos amis la surveillent. Bien, dis-moi, pourquoi me l'as-tu amenée? Qu'est-ce qui te préoccupe? Ses pouvoirs se manifestent déjà, et cela crée quelques soucis dans la communauté. La penses-tu dangereuse? Un long silence s'ensuivit, bien trop long pour Sophia qui fut soulagée quand son grand-père répondit enfin. Non, je ne crois pas, dit Maestro. Ses pouvoirs sont encore trop faibles et elle ne veut faire aucun mal. Sophia reçut ces mots comme un coup de poignard dans son cœur. Mais malgré tous nos efforts, reprit Maestro, elle n'a toujours pas été pleinement acceptée par la communauté. Ils la voient uniquement comme la fille d'une Célie bannie. Je n'arrive pas à la protéger de leur ignorance et cela m'attriste, maître. Tu ne pourras jamais complètement la protéger d'eux, Maestro, et tu ne pourras rien faire contre sa destinée, contre notre destinée à tous. Sophia ne put en croire ses oreilles. Maestro savait. Il savait qui elle était et ce qu'elle serait depuis toujours. Mais pourquoi ne lui avait-il rien dit? Pourquoi le lui avoir caché? Je sais, maître, mais c'est dur de la voir souffrir, rejetée ainsi alors qu'elle n'est qu'une enfant. Alors pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi n'as-tu rien fait? Osa crier Sophia, que les deux guides ne voyaient ni n'entendaient. Si la lumière t'a choisi pour être son guide et son grand-père adoptif, c'est que tu es le meilleur protecteur qu'elle puisse avoir, quelles que soient tes limites. Rappelle-toi de cela, Maestro. Rappelle-toi aussi que la vérité qui est découverte au prix d'un chemin difficile est la seule vérité. Si elle est donnée, elle n'est ni apprise ni comprise. La vie de la jeune Sophia est ce qu'elle doit être, pour qu'un jour sa vérité et sa destinée de Célie puissante s'accomplissent. Alors que puis-je faire? Tu dois faire un choix. Quel est ce choix, maître? Tu connais ce choix, et vu que tu me l'as amené, c'est que tu as déjà décidé. Ai-je raison de le faire? La lumière ne m'a pas confié Sophia, Maestro. Elle m'en a seulement annoncé sa venue, afin que je puisse te l'annoncer à mon tour. C'est toi qu'elle a nommé. C'est toi qui dois choisir. Une Célie aussi puissante est un cadeau de la lumière, mais c'est aussi un test pour notre monde et celui des humains. Ai-je le droit de lui faire cela? Qu'est-ce qui guide ton choix? L'amour de qui elle est et de ce qu'elle sera, ou la peur de qui elle pourrait devenir et des douleurs qu'elle pourrait infliger? Quel choix? Qu'allez-vous faire? De quoi parlez-vous, grand-père? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? D'un coup, la scène s'accéléra devant ses yeux, et Sophia aperçut seulement les deux guides penchés sur la jeune enfant. Oda murmurait une litanie d'incantations pendant que Maestro détournait l'attention de la petite Sophia en faisant danser les papillons juste sous ses yeux. La vision s'accéléra encore jusqu'à projeter Sophia dans une nouvelle scène. Seul l'écho des dernières paroles d'Oda résonnait encore dans sa tête. « C'est fait, Maestro, avait-elle dit. Ses pouvoirs seront brimés jusqu'à ses 13 ans. » Sophia était bouleversée. Elle était nauséeuse et prête à vomir. Elle ferma les yeux et se retint de se vider l'estomac. Quand la nausée s'arrêta, elle rouvrit les yeux et se trouva nez à nez avec elle-même, âgée de 5 ou 6 ans, en pleine leçon dispensée par Eliana Tim. La petite Sophia était seule au fond de la classe, Raja était absente. « Je me souviens, pensa Sophia, c'était le jour du départ de Valeria. Raja avait pleuré toute la journée et n'était pas venue en classe. Eliana Tim nous interrogeait sur la leçon apprise la veille, et nous levions toute la main pour répondre à ses questions. Toutes, y compris moi. Mais jamais Eliana Tim ne m'avait donné la parole. » Sophia observa ses efforts pour se faire remarquer de son instructrice, gardant la main levée et tout le corps tendu vers elle.
Eliana Tim l'ignorait ostensiblement, comme elle l'avait toujours fait. Devant les questions de plus en plus difficiles de Miss Tim, les mains se baissèrent une à une, et bientôt seul le bras de Sophia resta dressé, confiant. « Personne ne peut répondre ?» demanda Eliana Tim. Toutes les jeunes filles se regardèrent et s'interrogèrent du regard. La question était difficile. Quels sont les titres des livres sacrés des grandes religions humaines ? Difficile, oui, mais Sophia les connaissait, car Maestro les lui avait enseignés. Allons, allons, je suis certaine que l'une d'entre vous en connaît au moins un. La jeune Sophia et son bras fier tendu étaient maintenant l'objet de tous les regards. Tous attendaient qu'elle révélât le nom des livres sacrés des humains, mais surtout, tous attendaient de voir si l'instructrice allait enfin l'interroger. « Allez, donnez au moins un nom, insista Eliana Tim. Dans un mouvement timide, néanmoins rempli de courage, et pour la première fois, Sophia se leva de son siège, toujours le bras tendu. Cette fois-ci, son instructrice ne pouvait plus l'ignorer, elle était obligée de l'interroger. Mais elle avait tort. L'ignorance était la pire des cruautés, et Sophia allait l'apprendre à ses dépens. Bien, personne ne le sait. Dommage, je les ai cités rapidement hier. Notez-les bien cette fois-ci. Eliana Tim cita l'un après l'autre la Bible, la Torah, le Coran, et bien entendu, elle ne jeta pas un œil à la jeune Sophia, qui était toujours debout, la main levée tremblante. La jeune fille était humiliée et des larmes naissaient dans ses yeux. Personne n'avait parlé, personne ne l'avait soutenue. Elle était seule. Avant que Miss Tim ne prononçât le nom des derniers livres, la jeune fille sortit en courant de la bibliothèque. Sophia, qui avait revécu toute la scène, resta au milieu de la classe, invisible aux yeux de tous, mais pleine d'une colère qu'elle laissa enfin exploser. « Pourquoi n'avez-vous rien dit » hurla-t-elle à toutes ses anciennes camarades. « Et toi, la vieille bique aveugle, cela te procure tant de plaisir de maltraiter une enfant ? Ne pouvais-tu pas faire comme si j'existais au moins une fois ? Je vous déteste tous !» La classe disparut, emportée par un vent tourbillonnant. Sophia vit alors défiler devant ses yeux toutes les journées de classe de son enfance. Jour après jour, elle s'était transformée. D'une petite fille souriante et enjouée, elle était devenue une jeune fille timide et silencieuse, effacée au milieu de ses camarades et toujours collée à Raja comme si elle était son ombre. Non, elle n'était pas l'ombre de Raja, elle était l'ombre d'elle-même, une jeune fille triste, éteinte. « Si j'avais eu mes pouvoirs, s'indigna Sophia, si Oda ne me les avait pas confisqués, vous n'auriez pas pu m'ignorer et me maltraiter. Maestro, tu m'as trahi, tu as confisqué mes pouvoirs, tu m'as laissé sans défense. » À cette pensée, Sophia s'écroula et pleura. Soudain, elle sentit une langue se poser sur son visage. Aniel recueillait une à une les larmes de sa jeune maîtresse. Sophia le caressa et le fixa d'un air décidé. « J'ai assez pleuré toutes ces années, Aniel. Qui sont tous ces gens pour décider de mon destin, de ma vie ? Et voilà qu'ils m'empêchent maintenant de comprendre qui je suis, qu'ils ont volé les livres de mon temple. Je ne les laisserai plus jamais ni me prendre mes pouvoirs, ni me faire du mal. » Pendant qu'elle parlait, Sophia s'était mise à léviter à plusieurs mètres du sol. Aniel la regardait prendre de la hauteur tout en remuant la queue et en poussant des glapissements de joie. La jeune Silly maîtrisait maintenant parfaitement l'élément de l'air lié à la colère. « Un livre, un seul livre, c'est tout ce dont j'ai besoin. Un livre pour me prouver que je vaux quelque chose, pour leur prouver qu'ils ne m'ont pas brisé. Je peux le faire. Va prendre des forces et nous réessaierons à ton retour. » Sophia sortit les sourcils froncés, le pas rapide et les poings serrés. Elle était décidée, mais plus que cela, elle était remplie d'une colère qui ne semblait pas vouloir disparaître. La bête était trop heureuse d'être enfin sortie de la cage dans laquelle la jeune Silly l'avait enfermée, oubliée et enchaînée avec tant d'énergie pendant de longues années. Cette colère rentrée, jamais exprimée, s'était retournée contre elle-même, épuisant toutes ses forces jusqu'à la rendre triste et effacée. Mais c'en était fini. La bête était maintenant libérée et comptait bien en profiter. Sophia passa la porte de la bibliothèque en trombe, ressassant toute sa colère, et elle ne se rendit même pas compte qu'elle l'avait ouverte avec une rafale de vent, sans la toucher directement. Elle s'assit à un bout de table après avoir pris de quoi se rassasier. Quand elle releva la tête, elle s'aperçut que toutes les Silly des tables environnantes la fixaient d'un regard apeuré, et pour certaines, réprobatrice. Plusieurs Silly se levèrent même pour s'éloigner. Sophia serra les poings de plus en plus fort, puis elle frappa la table en se redressant de toute sa stature. « Qu'y a-t-il encore » gronda-t-elle. « Que vous ai-je fait ?
Allez-vous enfin me laisser tranquille ?» Et ses yeux défièrent chaque Silly pour les obliger à baisser ou à détourner le regard. « Calme-toi, Sophia, lui souffla une voix à ses côtés. Tu leur fais peur. »« Tant mieux si je leur fais peur. Au moins ils me laisseront tranquille. »« Sophia, s'il te plaît, calme-toi, répéta Raja. Et arrête cette tornade, on pourrait te voir et te punir. »« Une tornade ? Quelle tornade ? » ?»« Celle qui t'entoure et qui m'empêche de t'approcher. » La jeune fille n'avait pas touché terre depuis sa sortie du temple, et elle lévitait à plusieurs centimètres du sol, soulevée par le tourbillon d'air qu'elle avait créé et qui la protégeait. « Sophia, calme-toi maintenant. » Sophia desserra lentement ses poings et détendit ses sourcils froncés pour retoucher la terre. La tornade faiblit, puis disparut. Raja s'assit à ses côtés. « Waouh, dis donc, tu as fait une entrée fracassante. Tu m'as même fait un peu peur, hein, moi aussi. Je te faisais des signes, mais tu ne m'apercevais pas. Que s'est-il passé ?» Rien, grommela Sophia, et elle se rassit pour continuer son repas. Mes pouvoirs se développent, c'est tout. Tu es jalouse ? Jalouse ? Mais non, comment peux-tu dire cela ? Raja, blessé, la regarda tristement. Sophia s'en rendit compte, mais la bête chassa honte et culpabilité. Elle avait brisé ses chaînes, et il était hors de question que la culpabilité la remît en prison. Sophia fit un sourire foncé à Raja et répliqua. « Oh, ne te vexe pas, je plaisantais, voilà tout, dit-elle piquante. » Raja resta silencieuse, ne sachant pas comment réagir. Elle ne reconnaissait plus son amie. Puis elle se décida à reposer sa question. « Que s'est-il passé, Sophia ? Je ne te reconnais pas. »« Je te l'ai dit, mes pouvoirs se développent, c'est tout. » Sophia essayait de contenir la colère qui montait, car les questions de Raja l'agaçaient. Mais ce qui l'agaçait encore plus, ce qui déchaînait la bête en elle, c'était ce sentiment de culpabilité et de honte que le regard triste et apeuré de Raja l'obligeait à ressentir. Elle avala plusieurs bouchées rapidement et se releva sans regarder son amie. « Il faut que j'y retourne, à plus tard. » Alors qu'elle s'éloignait dans le brouhaha du réfectoire, elle entendit plusieurs Silly s'exclamer. « Quelle honte, il faut prévenir les élus. Non, il faut prévenir Mistim. » La tornade réapparut et avec elle la lévitation de la jeune Silly. Sophia défia l'assemblée avec un sourire moqueur. Puis, satisfaite de sa petite sortie, elle retoucha la terre avant de continuer sa marche. Quelques mètres plus loin, elle tomba nez à nez avec Liam. « Quelle poisse !» pensa-t-elle. « Bonjour Sophia, je n'étais pas sûre que ce soit toi. C'est impressionnant ce que tu peux faire. »« Bonjour » se força à répondre Sophia. « Oui, bonjour » répéta Liam. « Je suis heureux de te voir. Tu n'es pas venue ce matin à l'entraînement, alors je m'inquiétais un peu. »« L'entraînement, mince !» se dit Sophia, « j'ai complètement oublié. »« Pardon » réussit-elle à articuler, « j'ai oublié. » Dans un autre effort, elle s'excusa. Liam attrapa les poings serrés de Sophia qui, surprise, releva la tête pour le fixer. Le jeune garçon affichait un large sourire rempli de tendresse. « Ce n'est pas grave, jeune apprenti, je vous pardonne. » Puis il ajouta avec un petit clin d'œil. « Mais vous me ferez le double d'exercice demain matin. » Sophia se détendit complètement et sourit à son tour. « Bien, capitaine, à vos ordres, capitaine. » Et les deux amis rirent enfin de bon cœur. « Bon, je file déjeuner. Le capitaine Green ne m'a laissé que 30 minutes avant de reprendre les préparations du départ. À demain matin, alors. »« Oui, à demain, conclut Sophia, promis. » Elle suivit Liam du regard. Il rejoignait le reste des protecteurs à table. Ces derniers parlèrent à Liam tout en la montrant du doigt. Le regard de son ami changea et se fronça. Sophia s'en rendit compte. Elle resserra les poings et gravit tous les escaliers du grand chêne en courant. Fin du chapitre 4. Chloé, passage 3. Je t'ai vue, Isabelle. Tu viendras faire 1 heure de retenue après les cours demain. Isabelle regarda Chloé avec des yeux de tueuse, ce qui n'augurait rien de bon pour sa protégée, pensa Sophia. Elle allait déguster. Malgré son inquiétude sur la suite des événements, Sophia était heureuse qu'un adulte humain ait enfin réagi. Isabelle avait jeté à terre toutes les affaires que Chloé avait déballées sur son bureau. La professeure de littérature l'avait remarqué et avait décidé de sanctionner. « Chloé, tu es attendue chez Madame Vermeil. Tu peux laisser tes affaires, tu les récupéreras à ton retour. » Chloé reposa ses cahiers et sa trousse, se leva et sortit de la salle de classe sans un mot et toujours suivie par Sophia. Sur la porte était écrit « Madame Vermeil, conseillère.
Mieux vaut allumer une chandelle que maudire l'obscurité. Lao Tzu. Pour allumer la chandelle, poussez ma porte. Chloé hésita quelques secondes, puis se décida à toquer. Entre, Chloé, lui dit une voix douce. Madame Vermeil était une femme d'une 50aine d'années, le visage plutôt rond, encadré par des cheveux courts bruns, méchés de blond. Ses yeux d'un vert puissant souriaient à Chloé derrière de petites lunettes rondes. Bonjour Chloé, assieds-toi, je t'en prie. Je te demande juste quelques minutes le temps d'accrocher ce petit tableau. Chloé prit place dans un gros fauteuil en velours vert et observa la conseillère positionner un nouveau cadre avec une nouvelle phrase sur un mur déjà rempli de citations et de proverbes. Alors, pardon demanda Chloé timidement. Eh bien, ma nouvelle citation. Chloé lut. Que faire de cette tempête qui m'habite? Je rêve d'un lieu qui m'abrite, un lieu secret, caché, que jamais vous ne pourrez atteindre, un monde rempli d'un arc-en-ciel que jamais vous ne pourrez éteindre. Mais ce sont mes mots, s'étrangla Chloé. Oui, c'est un extrait de ton poème. J'espère que tu es d'accord, je les ai trouvés tellement beaux. Mais comment les avez-vous eus? Ta professeure de littérature me fait souvent lire vos poèmes. Est-ce que cela te dérange? Non, finit par répondre Chloé, qui ne savait pas trop quoi en penser. Tu sais, je ne suis pas la seule à avoir aimé ton poème. Il a été sélectionné par le conseil régional et il fait partie des 3 poèmes finalistes qui seront publiés dès demain. Publiés? Demain? Tu n'as pas oublié que ta professeure vous a dit que vos poèmes seraient envoyés pour participer au grand concours régional de poésie? Si, j'avais oublié, avoua Chloé. Je m'en doutais un peu. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai demandé à te voir. Je voulais m'assurer que tu étais d'accord pour qu'il soit rendu public. C'est à toi de décider. Un silence s'installa dans la pièce. Madame Vermeil le rompit la première. Ton poème est vraiment très beau. Il exprime des choses difficiles, mais tu n'as pas à en avoir honte. C'est un don que tu as, celui de pouvoir mettre en mots des émotions que beaucoup d'entre nous ressentent, mais qu'ils ne peuvent pas exprimer. Écris-tu beaucoup? Non, c'était la première fois. Je dessine par contre beaucoup. Tu as de multiples talents alors. J'espère qu'un jour tu me montreras tes dessins. Chloé ne dit rien et le silence revint. Madame Vermeil le rompit encore avec de nouveaux encouragements. Tu sais, Chloé, cela fait presque 30 ans que j'écoute et accompagne des enfants, et je peux t'assurer que tu n'es pas seule à ressentir ce que tu exprimes dans ton poème. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais le lire aiderait peut-être d'autres enfants et certains adultes. Ton poème m'a fait beaucoup de bien, par exemple, et c'est la vérité. Je ne sais pas. Je comprends. Regarde, ce document explique les règles et les prix du concours. Chloé parcourut rapidement le règlement. Il est écrit que le premier prix est un ordinateur portable d'une valeur de 1 000 €, s'exclama Chloé. Oui, tu as bien lu. Chloé avait vraiment besoin d'un nouvel ordinateur. Malheureusement, ses parents avaient refusé de lui en offrir un cette année. J'ai besoin d'un nouvel ordinateur pour mon blog. Alors c'est une bonne occasion pour toi. Tu as de grandes chances de gagner, tu sais. Et les autres prix sont des bons à valoir dans tous les magasins culturels de la région. Il doit y en avoir plusieurs qui vendent des ordinateurs. Au pire, tu auras une réduction sur ton achat et au mieux, l'ordinateur directement. Alors c'est d'accord, conclut Chloé enthousiaste. Bravo! Une dernière chose. Je suis sincère quand je te dis que j'ai beaucoup aimé ton poème. Je serais ravie qu'on discute ensemble des émotions que tu y décris et curieuse aussi de découvrir tes dessins. Repasse ma porte quand tu le voudras, tu es la bienvenue. Ce bureau n'est pas secret ni caché, mais il peut t'abriter quand tu le souhaites. Chloé esquissa enfin un petit sourire timide. Sophia, qui avait assisté à toute la scène, fut très émue par les paroles de cette femme humaine. Elle lui rappelait un peu sa grand-mère et la conversation qu'elles avaient eue lors de la fête de Brida. Madame Vermeil raccompagna Chloé à sa classe et échangea 2 mots avec sa professeure avant de repartir. La classe reprit alors son cours habituel. Il est temps maintenant de vous faire part d'une excellente nouvelle. Le poème de l'une d'entre vous a été retenu par le grand jury du concours régional de poésie. Joignez-vous tout à moi pour applaudir chaleureusement Chloé. De faibles applaudissements parcoururent la classe, auxquels Isabelle et sa bande ne participèrent pas. Les 3 poèmes gagnants seront publiés demain matin sur le site internet de la Provence, et tout le monde est invité à voter et à laisser un commentaire. Ce sont les votes du public qui désigneront le vainqueur.
Allez donc toutes voter. Accepterais-tu de nous lire ton poème, Chloé ? Chloé attrapa la feuille tendue par sa professeure et la frotta nerveusement entre ses doigts. Elle se leva, mais chancela dès qu'elle entendit l'une des 3 filles s'esclaffer. « Le crapaud sait écrire alors. Ta feuille doit être pleine de bave. »« Peggy, tu viendras demain en retenue avec Isabelle, » intervint une nouvelle fois la professeure. « Lis-nous ton poème, Chloé, vas-y. » Chloé refit une tentative, mais la sonnerie retentit. Isabelle et sa bande se levèrent pour sortir. « Restez assises. »« Mais madame, ça a sonné. Vous n'allez pas nous obliger à rester en classe pendant la récréation, et pour un truc dont tout le monde se balance et qui n'est pas au programme. »« Si, je peux. » Mais la professeure changea d'avis quand elle vit que Chloé la regardait suppliante et gênée. « Mais je ne vous obligerai à rien. Votre camarade a écrit un magnifique poème. Que celles qui veulent l'écouter restent, les autres vous êtes libres de sortir. » Isabelle, Peggy et Victoire se mirent devant la porte et regardèrent les autres élèves menaçantes. Et malheureusement, aucune camarade de Chloé n'osa rester. Toutes prirent leurs sacs et sortirent. « Je suis désolée, Chloé. N'accorde pas d'importance à tout cela. Bravo encore, je suis très heureuse pour toi. Et je voterai pour ton poème, bien sûr, comme des centaines d'autres personnes, tu verras. » C'en était trop pour Sophia. Si Chloé ne montrait toujours pas de signe de colère, Sophia était en colère pour 2. La jeune Silly déclencha un ouragan qui s'abattit sur l'école, chassant toutes les élèves de la cour. Quand la violente tempête se calma, Sophia se sentit soulagée. Pourtant, Chloé baignait toujours dans une aura bleue et orange, de tristesse et de peur. Pour sa protéger, rien n'avait changé. Fin de Chloé, passage 3. Retrouvez les autres chapitres en podcast sur www.ceuxquitraversent-les-mondes.fr et commandez le livre en format Kindle ou broché sur Amazon. À très bientôt!